ma première question, vous y avez presque répondu tout à l'heure, parce qu'on sent bien que derrière tout ça, il y a une vision très déterministe. Et vous-même, vous avez répondu que vous n'étiez pas pour cette... que vous n'y croyez même pas à ce déterminisme. Et moi, je voudrais ajouter que finalement, la nature humaine a tendance parfois à se rebeller quand on lui en demande trop ou quand on veut trop la servir. Or, effectivement, tous ces projets visent à la servir. Donc je ne peux pas imaginer que l'homme ne se rebelle pas, et vous-même peut-être faites partie de cela, effectivement. Alors, mon autre question, elle est peut-être plus philosophique et plus subtile, c'est quelle est votre vision, en fait? Est-ce que, objectivement, compte tenu de ce qu'est l'homme et de sa conscience, est-ce que vous pensez qu'une machine peut véritablement se substituer à l'homme? Vous avez parlé de complémentarité tout à l'heure, à l'instant même, et ça j'entends très bien, mais est-ce que finalement, ma question se résumerait sous la forme suivante, est-ce que la conscience est produite par le cerveau ou elle est ailleurs? Alors, bon, ça c'est une question... Alors, première chose, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je voudrais insister là-dessus. Hein, on essaye de nous laisser entendre, nous faire croire qu'il y a une évolution inéluctable. C'est ce que nous dit Stephen Hawking. Il dit attention, ça va arriver et après on peut plus rien faire. Or, non, on est libre. Hein, on est libre avec en même temps les dangers que ça peut comporter. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité. Et donc, on peut aller dans tous les sens. Je crois que c'est... Et donc, c'est pour ça que c'est le moment, je crois, d'être prudent et d'être attentif et de réfléchir au futur que nous voulons construire. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que tous on se saisisse de ces questions-là. Et que ce ne soit pas simplement ces grandes sociétés qui gouvernent. Je crois que le risque, c'est qu'on rentre dans un monde, parce qu'on regarde souvent dans le rétroviseur de l'histoire, et on a peur de l'État. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'État le problème. En revanche, il y a une forme de féodalisme qui est en train de s'instituer avec ces grands groupes. Donc c'est vraiment une réflexion politique, je crois, qu'il faut avoir. Donc, ce sont des liens de type nouveau qui marient la liberté et la servitude, l'égalité et la hiérarchie, et qui ouvrent la voie à des formes inédites de pouvoir sur les hommes. Pour conclure, je dirais qu'il me semble qu'il faudrait mieux se défaire des illusions du tout contractuel. Loin de désigner la victoire du contrat sur la loi, la contractualisation de la société est bien plutôt le symptôme d'une hybridation de la loi et du contrat et de la réapparition, sous des formes évidemment inédites, de la manière féodale de tisser le lien social. Mieux vaut en prendre acte et s'efforcer de maîtriser ce processus de reféodalisation plutôt que de cultiver la foi en un avenir radieux où nous serions affranchis de toute loi hors celle de la science. Parce que cette foi a été depuis 2 siècles le ferment de la négation de l'homme. C'est elle qui a conduit à traiter l'homme comme une chose et la société comme un troupeau. Cette foi réapparaît aujourd'hui sous des formes évidemment nouvelles, ventre fécond de monstruosité inédite. Alors nous sommes enclins à penser que les horreurs de demain ne peuvent être que la répétition de celles d'hier et nous édifions contre elles les lignes maginaux de la mémoire. Mais je crains qu'elles ne suffisent pas. Et parce que l'horreur ne se répète pas, elle se renouvelle. Et il ne suffit pas de se souvenir, il faut ne pas trancher les ficelles du droit sans lesquelles ni l'homme ni la société ne peuvent tenir debout. Je vous remercie de votre attention. Alors moi justement c'est une question peut-être un peu moins sur la technologie elle-même, mais peut-être plus sur le côté politique que vous avez mentionné justement. Et donc je me demandais aujourd'hui, donc c'est les multinationales qui détiennent énormément de fonds et qui ont aussi
l'accès à ces intelligences artificielles, en tout cas aux dernières avancées de ces technologies. Et donc, je me demandais, qu'est-ce qui va se passer et comment on pourrait quelque part se défendre face à ces géants qui aujourd'hui détiennent nos données, détiennent énormément de fonds et détiennent les dernières avancées dans ces technologies. Et qu'est-ce que éventuellement les États pourraient faire pour demain défendre l'individu face à ces monstres froids peut-être. Enfin, je sais pas. Bon, c'est la grande question. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai dit, outre l'irritation que j'éprouvais face à ces déclarations, j'avais derrière l'impression que les vraies questions, c'était ces questions politiques et que c'est celles-là dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Et il se trouve que j'avais écrit il y a quelques années un ouvrage, et je voudrais d'ailleurs reprendre ça, sur une réflexion sur ces formes politiques nouvelles. Je crois que c'est très important. Alors, bien sûr, j'ai pas de solution clé en main, mais je pense quand même qu'il ne faut jamais désespérer, justement. Rien n'est totalement déterminé. La politique, justement, c'est toujours le fait, tout d'un coup, de changer un tout petit peu les règles. Et ces grands groupes, à la fois, ont une puissance colossale, mais en même temps, ils ont une forme de fragilité qui est liée à la nature même de l'information. C'est-à-dire que l'information, c'est une petite rumeur, et vous le voyez de plus en plus aujourd'hui. Regardez le monde politique. Une rumeur qui court, qui a l'air tout à fait anodine, et tout d'un coup, un homme politique qui est un ministre, ou qui a une position extrêmement importante, tout d'un coup est renversé. L'actualité est en train de nous le montrer. Et donc ces groupes l'ont compris. Et donc ils l'ont tellement bien compris que, si vous regardez, c'est ça qui est désarmant avec ces grands groupes. C'est que, vous savez, moi d'abord, quand on rencontre les gens de Google, le problème, c'est qu'ils sont extrêmement sympathiques. Non, mais je me souviens, un jour, j'étais dans une table ronde, et c'était les chefs de sécurité d'entreprise. Bon, là, c'est plutôt des businessmen. Moi, j'étais universitaire. Et puis là, il y a le type de Google. Il était comme vous voyez, avec la casquette à l'envers en plus et tout. Non, mais c'est difficile parce que... Et donc, il nous dit... nous, on a le souci de l'individu des gens. Donc, on va vous aider à crypter vos données. Et chaque fois, ils vous disent, on va vous aider. Et simplement, à un moment donné, je suis d'accord, mais lorsque nous posons une requête sur votre moteur de recherche, vous l'aspirez? Alors, il m'a dit oui. Et j'ai dit, justement, c'est le problème, vous n'êtes pas obligé de l'aspirer. Et donc, il y a un moteur français, justement, qui propose de ne pas aspirer cette requête. Et je pense que c'est ça. Le futur, c'est que il faut imposer collectivement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait une réflexion commune et qu'on se dise non, on veut que le monde soit de cette façon-là. C'est-à-dire des vraies forces politiques, soit des forces raisonnables, mais qui en même temps imposent à ces grands groupes des changements de règles. Et ça, je crois que pour le futur, ce sera tout à fait essentiel. Alors, est-ce que les États peuvent nous aider pour faire ça? Je n'en suis pas totalement certain. Peut-être qu'ils peuvent y participer, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des nouvelles formes d'organisation, justement, entre autres avec les réseaux, pour essayer d'imposer un certain nombre de choses à ces grands groupes. Bien, nous sommes obligés de nous arrêter là. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia. Merci également à Jérôme Azé. Pour le reste, la discussion institutionnelle s'est surtout caractérisée par une fuite en avant. Depuis la fin de la guerre froide, il est en effet de bon ton de critiquer l'État. Et ce que ce soit dans un premier temps pour les excès de la Seconde Guerre mondiale, puis plus tard en raison de ce qu'on a appelé les désavantages comparatifs de l'État par rapport à d'autres institutions comme le marché ou encore la société civile, même si cette dernière comparaison peut paraître ironique étant donné la co-originarité et la complémentarité des concepts de société civile et d'État. Cédant ainsi aux sirènes du dépassement, on a très vite annoncé la mort de l'État. En lieu et place, on a décrété une nouvelle forme de gouvernance, transnationale ou globale, pour ne pas dire internationale et donc ramener l'État en creux. Cet ordre juridique, si c'en est encore un, post-national, se situerait au-delà de l'État, beyond the state, sans que l'on sache bien, sur le plan institutionnel, si cet au-delà désigne le remplacement de l'État, la concurrence institutionnelle entre l'État et d'autres institutions internationales, ou encore un super-État.
Si l'on souhaite réorienter le débat institutionnel international, il faut donc, pour un temps du moins, revenir de l'au-delà de l'État. Pour bien évaluer l'état de l'État, il est important d'envisager et surtout de distinguer entre 3 types de défis potentiels. Premièrement, des défis matériels. Par exemple, l'accroissement des problèmes de coordination liés aux intérêts communs de l'humanité et qui dépassent, il est vrai, le champ d'action des seuls États, comme la protection de la santé ou encore de l'environnement ou l'encadrement de l'Internet. Deuxièmement, des défis conceptuels. Par exemple, la division croissante de la souveraineté, la dissociation progressive de l'autorité de la souveraineté, voire du pouvoir de l'autorité, ou encore la perte de pertinence du territoire pour la juridiction. Et troisièmement, des défis normatifs, par exemple la remise en cause de l'égalité individuelle et plus généralement du lien sociopolitique. Mais c'est seulement une fois le défi clarifié dans sa nature et sa force confirmée qu'il sera possible de déterminer s'il convient de conclure à la fin du concept d'État, devenu inutilisable tant il est pétri de contradictions, plutôt qu'à sa simple transformation ou à un changement de paradigme et donc de conception.